À la une de votre journal à 15h30, suite et fin des consultations d'Elisabeth Borne pour constituer son nouveau gouvernement de coalition. La France Insoumise et le Rassemblement National sont reçus aujourd'hui en fin d'après-midi alors que se pose la question d'un vote de confiance des députés. Aura-t-il lieu ou non lors du discours de politique générale de la Première ministre? Elisabeth Borne se laisse encore le temps de la réflexion. On reviendra également sur ce nouvel appel du président ukrainien aux Occidentaux, en l'occurrence aux pays de l'OTAN réunis en sommet. Il leur demande de l'artillerie moderne et un soutien financier. De son côté, Joe Biden a annoncé les renforcements de la présence militaire américaine dans toute l'Europe. Urgence vitale, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme à la veille des grands départs en vacances d'été. Les réserves de sang sont au plus bas. Quels sont les risques? La docteure Sophie Reuters, responsable des prélèvements du sang dans l'Est de la France, nous répond. Elisabeth Borne reprend donc ses consultations des chefs de groupe parlementaires pour constituer son gouvernement de coalition d'ici la fin de la semaine. Anthony Lebos, vous êtes à Matignon pour BFM TV. La Première ministre qui rencontre en fin d'après-midi aujourd'hui d'autres élus de l'opposition, ceux des représentants des formations qualifiées par Emmanuel Macron de non-partis de gouvernement. Absolument, et ces non-partis de gouvernement nommés par Emmanuel Macron sont le Rassemblement National et la France Insoumise. Certains dans la majorité présidentielle les jugent même infréquentables. Fin de citation. Est-ce que ce sera un dialogue constructif ou un dialogue de sourds? Un conseiller de l'exécutif me disait, je cite, ça va ne servir à rien, tout cela n'est rien de plus qu'un simple principe de respect républicain. Fin de citation. La Première ministre qui depuis le début de la semaine tente de sonder les intentions des oppositions sur plusieurs textes, notamment sur le texte d'urgence du pouvoir d'achat. Bémol, il ne faut se faire aucune illusion. En face, personne ne fera de cadeau à Emmanuel Macron, me confie un membre de la majorité présidentielle. Alors à défaut de se faire des cadeaux, majorité et opposition vont bien devoir composer, c'est-à-dire trouver des compromis. Sinon, blocage permanent à l'Assemblée nationale. La Première ministre se dit toujours confiante, mais ses marges de manœuvre sont toujours très étroites. Et dans le même temps, les oppositions continuent de dire qu'elles ne veulent pas être dans un blocage permanent. Exemple, ce matin, Marine Le Pen qui dit être prête à voter un texte du gouvernement s'il est bon. S'il faut l'améliorer, on l'amendera. Fin de citation. En clair, en substance, il faut comprendre que oui pour un vote, mais seulement à condition. Tout cela, ce ne sont que des déclarations d'intention, me confie un parlementaire. Et la tâche est difficile pour Elisabeth Borne qui va devoir rendre sa copie à Emmanuel Macron, le président de la République, pour enfin pouvoir tenter de constituer un nouveau gouvernement ce week-end et en début de semaine prochaine. Merci beaucoup Anthony. Elisabeth Borne qui consulte tout en entretenant le suspense sur un éventuel vote de confiance à son égard à l'Assemblée nationale. Je consulte les différents groupes parlementaires. Ces consultations, elles sont en cours. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on y réfléchisse. Je ne vais pas faire tous les développements sur le sens de le faire ou de ne pas le faire, mais donc je prendrai ma décision à l'issue des consultations. Et voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis encore. Et vous faire connaître ce choix justement à l'issue demain Je ferai connaître ce choix le moment venu, je vous confirme. Benjamin Duhamel du service politique est avec nous. D'où vient ce flou qu'entretient Elisabeth Borne? Ce flou vient de la situation tout à fait inédite avec une majorité relative et avec la première fois depuis en réalité la majorité relative de 1988, un doute sur la capacité que la Première ministre puisse avoir ou non la majorité s'il y avait un vote de confiance. On voit bien qu'Elisabeth Borne essaie d'entretenir une forme de suspense. De ce que l'on peut vous dire en l'état, même si cela peut bouger, c'est que quand on interroge un certain nombre de ministres ou de conseillers de l'exécutif en off, comme on dit, l'hypothèse qu'elle n'engage pas la responsabilité du gouvernement est en l'état l'hypothèse qui tient la corde. Un, parce qu'elle n'est pas assurée, si elle le fait, d'avoir la majorité. On peut toujours essayer de tabler sur des abstentions, mais c'est toujours difficile. Et deux, parce que sur la question de la responsabilité du gouvernement, ce n'est pas comme sur un texte sur le pouvoir d'achat où certains groupes d'opposition peuvent se dire qu'ils sont constructifs. Là, la question est assez simple. Est-ce que vous votez ou non la confiance à une première ministre? Et donc le risque, si d'aventure elle le fait, c'est qu'il y ait une forme de coalisation des oppositions qui, évidemment, entacherait la légitimité d'Elisabeth Borne, voire risquerait qu'elle n'ait pas cette confiance. Pour le reste, il y a cette mise en scène des concertations avec, il faut le dire, une forme de singularité, recevoir la France Insoumise et le Rassemblement National pour essayer de tester leur position, alors même que l'arc défini par Emmanuel Macron va des communistes aux républicains en considérant que précisément ces deux partis ne sont pas des partis de gouvernement, mais jusqu'au bout, l'objectif pour Elisabeth Borne est de montrer qu'elle consulte et de montrer que si d'aventure il y a blocage, ce sera aussi la responsabilité des oppositions et pas forcément celle du gouvernement. Quant au timing autour du remaniement, ce que me confiait un conseiller de l'exécutif il y a encore quelques heures, c'est qu'il ne faut pas s'attendre au grand soir, il ne faut pas s'attendre à un élargissement considérable. Pour une bonne et simple raison, ce n'est pas parce qu'on fait rentrer, par exemple, Jean Rantner, président de la région Grand Est, qu'une partie du groupe Les Républicains va se mettre tout d'un coup à voter comme un seul homme pour la majorité présidentielle.
Peut-être quelques débauchages à attendre, mais pas de révolution. La nécessité, bien sûr, de remplacer les postes de ministres qui doivent quitter le gouvernement. Et par rapport au timing, une possibilité, un remaniement qui interviendrait dimanche avec un premier conseil des ministres qui pourrait être lundi et donc ce vote de confiance, pas le vote de confiance, pardon, ce discours de politique générale d'Elisabeth Borne qui pourrait donc arriver mardi. Merci beaucoup, Benjamin. Rien ne se fera, en tout cas, avant le retour d'Emmanuel Macron sur le sol français. Il est actuellement à Madrid, au sommet de l'OTAN. Là-bas aussi, puisque c'était déjà le cas au G7 en Allemagne, on parle de la guerre en Ukraine. Donc le président Zelensky s'est adressé à ses alliés occidentaux un peu plus tôt dans cette journée pour mettre en garde, bien sûr, contre la Russie. Pourquoi est-ce que la Fédération de Russie fait pression sur l'Europe? C'est pour vous humilier, pour que vous soyez complètement dépendants, pour que vous soyez obligés de renoncer à vos libertés, à vos intérêts. C'est bon ? On était en train de débattre sur l'opportunité d'employer le terme coalisation, comme l'a fait Benjamin Duhamel. On vous révèle tout. Et a priori, ça existe. Merci beaucoup, Benjamin. Dominique Marie est avec nous, journaliste politique international. Qu'a voulu dire le président Zelensky dans cette déclaration à l'OTAN? Voilà, moi aussi, je vais continuer avec l'explication de texte. Eh bien, en fait, il dit aux membres de l'OTAN, le président Zelensky, que la guerre qui est menée aujourd'hui contre l'Ukraine, c'est pas simplement une guerre impérialiste et territoriale d'une ancienne Union soviétique qui voudrait récupérer des républiques anciennement soviétiques sous son joug. Non, c'est pas ça l'idée. C'est une guerre contre vous, les Occidentaux, contre vos valeurs, contre nos valeurs, dit-il, puisqu'on le sait, depuis 2014, l'Ukraine, une majorité de son peuple, avec Maïdan et cette révolution, a fait le choix de la démocratie, a fait le choix de s'orienter en direction de l'Occident. Une démocratie jeune, c'est vrai, l'Ukraine, qui a un certain nombre de problèmes, bien entendu, mais il faut se souvenir que la démocratie française ne s'est pas installée aussi rapidement après la Révolution française, par exemple. En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que la liberté est le modèle des démocraties occidentales. C'est contre ça que fait la guerre, en fait, le régime autocratique du Kremlin. Sous-entendu, si l'Ukraine tombe, ou capitule, c'est le mot qui a été utilisé justement hier à propos de l'Ukraine par le Kremlin, eh bien, ça sera un jour peut-être votre tour. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu fou, nous Français, assez loin quand même malgré tout de la frontière avec la Russie, d'imaginer des chars russes qui viendraient envahir la France. Évidemment, on en est évidemment très loin, mais cette pensée-là, c'est celle qui est aujourd'hui présente à l'esprit des gens qui habitent les pays baltes, par exemple, des gens qui habitent la Finlande. C'est aussi le cas des Polonais, bien entendu, qui pensent exactement la même chose que le président Zelensky. C'est maintenant qu'il faut repousser l'ogre russe, sinon après il sera trop tard. C'est l'avenir de l'OTAN qui est aussi en question à Madrid actuellement. Oui, parce que l'OTAN affronte la plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est le secrétaire général de l'OTAN qui a fait ce constat, Jens Stoltenberg, qui est plutôt un diplomate, qui utilise pas un mot pour un autre. En clair, c'est fini les faux semblants. Désormais, la Russie représente une menace directe pour les pays de l'OTAN. C'est ce qui sera exprimé dans la nouvelle doctrine de l'OTAN qui va sortir de ce rassemblement de ces 40 pays. Écoutez bien d'ailleurs les chiffres que je vais vous donner, parce que jusqu'ici, l'OTAN avait une 40 000 hommes qui étaient mobilisables sur le continent européen. On va passer à 300 000. C'est du jamais vu depuis la guerre froide. Les États-Unis vont établir en Pologne une base permanente avec un corps d'armée là-bas. On est donc au plus près de la frontière avec la Russie. Il y a des avions, des escadrilles supplémentaires qui vont être ajoutés au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, des bateaux également, des destroyers du côté de Cadiz. En fait, il va y avoir 100 000 soldats américains prochainement sur le sol européen. On se souvient que la Russie avait justifié justement l'invasion d'Ukraine en disant « mais c'est parce que l'OTAN se rapproche un peu trop de nous que nous envahissons aujourd'hui l'Ukraine ». Eh bien, finalement, la Russie a obtenu exactement l'inverse, avec notamment le processus d'adhésion qui va être en cours pour la Suède et pour la Finlande, frontière directe avec la Russie. L'Ukraine qui peut compter sur l'OTAN autant qu'il le faudra, déclare Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN. C'est un message évidemment positif pour le président Zelensky, mais c'est un message aussi adressé à Vladimir Poutine. Merci Dominique Marie. Justement, on en vient à la situation en Ukraine avec ces nouvelles images qui nous sont parvenues de ce bombardement il y a 2 jours qui a fait au moins 18 morts et une quarantaine de blessés dans un centre commercial de Kremenchuk au centre du pays. Les images de vidéosurveillance que vous voyez montrent le fameux tir de précision des forces russes à la limite d'une usine, un missile qui a frappé des populations civiles une nouvelle fois sur le terrain ukrainien. Allez, on va revenir dans quelques instants. Notamment, nous serons avec une responsable de l'établissement français du sang dans le Bas-Rhin, l'EFS, qui à l'échelle nationale s'estime en urgence vitale de don du sang. On vous expliquera ce que cela veut dire et ce qu'il faut faire dans ces conditions. À tout de suite.
9h midi. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Bruce Toussaint vous emmène au cœur des news. 2 informations capitales ce matin. Vous saurez tout. Pour qui, quand, comment se passe la vaccination? Vous comprendrez tout. C'est quand même du jamais vu dans l'histoire des réseaux sociaux. Elle parlait plus de fake news, mais de rumeurs. Avec du débat. Chers collègues, vous vous trompez, c'est qu'il n'y a pas de stratégie en réalité. C'est un débat qui est complexe et enflammé. Et les invités qui font l'actualité. Aussi des questions. Oui, bah oui. Alors, il faut tourner la page. Non, mais je vais m'améliorer. Le live Toussaint, tous les jours, à 9h sur BFM TV. Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Waouh, c'est ta voiture ça? Ouais, acheté sur Aramis Auto, que 20 km au compteur. Hein. Et surtout, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que la neuve. Mais enfin, elle a un petit défaut quand même. Elle est pas super bien garée. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce vendredi, jackpot sensationnel de près de 190 millions d'euros. Détendez-vous. Imola, le design, la technologie, la qualité allemande depuis 1948. Du 22 juin au 19 juillet, découvrez nos soldes irrésistibles chez tous vos concessionnaires Imola. Innovation dans la chute de cheveux. Luxéol crée le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Une première action anti-chute avec 7845 cheveux sauvés de la phase de chute. Une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance. Une double action avec des résultats encore jamais atteints. Ces résultats sont cliniquement prouvés. Luxéol, le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Pourquoi on n'investirait pas dans ce qu'on veut quand on en a envie? Comme dans les cryptos. Comme dans votre marque de café préférée, les plus grandes entreprises de la planète. Ou dans la crypto. Et si vous pouviez payer avec des cryptos? Et continuer à investir automatiquement même quand c'est sur autre chose. À toute heure, n'importe quel jour de la semaine, vous investissez quand vous le voulez. Et peu importe où vous allez. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce vendredi, jackpot sensationnel de près de 190 millions d'euros. Et combien? Les irréductibles du surgelé. Par économie. Par envie de mieux manger. Par goût des produits, origine France. Cocorico. Parce que c'est trop bon. Par choix de consommer autrement. C'est tout bénef pour nos producteurs et nos clients. Par envie de cuisiner. On se retrouve tous chez Ecomiam. Les irréductibles du surgelé. Eh ouais. Avant Comme J'aime, je pesais 93 kilos. Depuis 4 ans, mon poids oscille dans un tunnel qui se situe entre 78 et 83 kilos. Dès que je vois que je m'en rapproche, hop, un petit mois de programme Comme J'aime et je repère du poids. Il ne faut jamais lâcher. Tout le monde le sait. C'est pour ça qu'après avoir fait votre programme, un conseiller vous rappellera tous les 3 mois pendant 3 ans pour que vous ne sortiez jamais de votre tunnel. Avec Comme J'aime, vous ne serez jamais seul. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur comej'aime.fr. Comej'aime.fr. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Maille présente le repas. Coupé, piqué, levé, aimé, passé. Coupé, piqué, saucé. Nouvelle sauce maille, une touche d'ingrédients gourmets pour des classiques, pas si classiques. Il n'y a que maille qui maille. T'es tombé? Je fais des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux.
Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. 15h44 à l'une de l'actualité, Elisabeth Borne entretient le suspense sur le vote de confiance devant la nouvelle Assemblée nationale et poursuit en fin d'après-midi ses consultations auprès des chefs de groupe parlementaires, ceux de la France Insoumise et du Rassemblement national. Et puis une nouvelle fois, le président ukrainien qui appelle les Occidentaux, en l'occurrence les dirigeants des pays de l'OTAN, à leur fournir de l'artillerie moderne et un soutien financier à fournir à l'Ukraine, bien sûr. De son côté, Joe Biden a annoncé des renforcements de la présence militaire américaine dans toute l'Europe. Mais avant cela, la 7e vague de Covid en France. Nous ferons le point sur les chiffres de cette reprise épidémique dans un instant avec Caroline Dieudonné. Mais avec un sous-variant plus contagieux, l'heure est désormais à la deuxième dose de rappel pour les populations éligibles. Pauline Delevoye, Néla Prud'homme avec Aurore Vimur. Il n'y a plus de place pour cette semaine. La semaine prochaine, on est quasiment complet. Donc là, jusqu'au début juillet, tous nos créneaux sont pleins. Ces derniers jours, ce pharmacien vaccine 2 fois plus de personnes qu'il y a 2 semaines. Les gens qui, au début, venaient se renseigner en se demandant s'ils étaient éligibles ou pas, s'ils étaient bien aux 6 mois, combien de temps il fallait qu'ils le fassent. Et il y a ceux qui viennent par recommandation de leur médecin ou parce qu'ils en ont entendu parler. Des Français de plus en plus nombreux à prendre des rendez-vous pour leur 2e dose de rappel, autrement dit leur 4e vaccination. Sur une semaine, en moyenne, 100 000 personnes ont pris rendez-vous. C'est environ 4 fois plus qu'il y a 15 jours. Car l'épidémie progresse. On recense en moyenne 70 000 nouveaux cas par jour. Une priorité alors pour les autorités, vacciner à nouveau les 60 ans et plus, la population la plus fragile. À peu près un tiers d'entre eux, pour l'instant, a fait cette 2e dose de rappel. Donc c'est encore trop peu pour véritablement avoir une protection pour ces populations. Mais les seniors sont-ils prêts à franchir le pas? Si c'est vraiment obligatoire, je pense que je la ferai. J'ai aucune appréhension. J'ai toujours été pour, donc il n'y a pas de souci. Je ne sais pas encore, peut-être. Je vais voir si c'est obligatoire, ouais. De son côté, la Première ministre a recommandé à son tour aux Français de porter le masque dans les lieux de promiscuité et les espaces clos, notamment les transports en commun. Caroline, quels sont les derniers chiffres ? Alors, si on regarde le nombre de cas, on voit que clairement, c'est en augmentation. On est à 70 000 cas par jour en moyenne. Regardez le graphique. En fait, ça a commencé à remonter à partir de la fin du mois de mai où on était à environ 20 000 cas par jour. Donc, ça a été multiplié par 3,5 environ en l'espace d'un mois. Si on regarde maintenant du côté des hospitalisations, eh bien, on est à un peu plus de 15 000 patients qui sont hospitalisés. Et regardez, les admissions à l'hôpital repartent à la hausse. Quand on faisait le bilan avec Santé publique France pour la semaine précédente, eh bien, on était sur 12% d'augmentation à l'hôpital. Mais aussi, attention, et ça, c'était nouveau, en soins critiques pour les admissions. Alors effectivement, c'est en train de remonter, même si on est encore très très loin des niveaux qu'on a connus, par exemple, pour les contaminations au mois de janvier dernier. Alors on parle d'hospitalisation, justement, quel est le profil des patients Covid+ qui sont accueillis dans les hôpitaux ? Alors, on va regarder ensemble ce que dit Santé publique France. D'abord, il faut savoir que pour la semaine dernière, le taux d'incidence et le taux de positivité, regardez, augmentaient dans toutes les régions et dans toutes les classes d'âge. Quant au taux de nouvelles hospitalisations, eh bien, il augmentait en particulier chez les 60 ans et plus et chez les 80 ans et plus, nous dit Santé publique France. Regardez ce tableau avec toutes les personnes hospitalisées en ce moment. Vous allez voir très clairement que c'est à partir de 60 ans qu'il y a le plus de personnes qui sont hospitalisées en ce moment. En fait, Bruno Lina, qui est membre du conseil scientifique, disait il y a quelques jours que, effectivement, les 20-60 ans étaient très touchés par les contaminations. C'est eux qui ont le plus de contacts, le plus d'événements auxquels ils participent, par exemple. Mais on voyait très clairement que du côté des hospitalisations, eh bien, c'était les plus de 60 ans avec des facteurs de risque, des comorbidités. Et aussi, à mesure qu'on s'éloigne, vous savez, de la vaccination, d'où les autorités qui appellent donc les plus de 60 ans, les personnes immunodéprimées et les résidents d'EHPAD à cette deuxième dose de rappel pour renforcer la protection contre les formes graves. Merci beaucoup. Merci Caroline. Alerte également concernant les dons de sang. Pour la deuxième fois de l'histoire seulement, l'établissement français du sang publie un bulletin d'urgence vitale. Nous en parlions tout à l'heure avec notre invité. Dans la
une situation qui ne s'est jamais présentée, où on a eu depuis récemment des réserves nationales qui sont aujourd'hui à hauteur de 85 000 poches, qui étaient exactement au même état au mois de février quand il y a eu cette première alerte. Et là, aujourd'hui, clairement, ça ne suffit pas pour qu'on puisse passer l'été de manière sereine. Et donc, il faut absolument qu'on puisse prélever l'équivalent de 30 000 poches supplémentaires, donc 30 000 dons supplémentaires, sur les 10 jours qui viennent pour qu'on puisse attaquer l'été avec des réserves sereines pour l'ensemble des malades dans les hôpitaux. Pour qu'on comprenne bien, justement, s'il n'y a plus de sang en réserve, on ne souhaite pas que ça arrive, mais vous lancez quand même l'alerte une nouvelle fois, ça voudrait dire quoi? Ça aurait quoi comme conséquence concrète? Alors concrètement, on va y aller crescendo, ce qui n'est pas le cas actuellement puisqu'on lance cette alerte justement pour qu'on n'en arrive pas là. Mais on va commencer à regarder quelles sont par exemple des opérations qui sont très consommatrices de transfusion sanguine et peut-être réévaluer l'urgence éventuelle de ces interventions pour les décaler dans le temps pour pouvoir échelonner l'offre de sang. Alors à quoi attribuez-vous ce stock particulièrement bas de sang actuellement? Alors c'est très difficile d'avoir une seule cause. C'est clair que c'est une situation que nous n'avions jamais connue à l'établissement français du sang de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a nos collectes de sang et notre offre de collecte qui existe, qui est là. Et là, maintenant, depuis le mois d'avril, eh bien, on n'a pas l'ensemble des donneurs qui viennent habituellement, qui se rendent sur nos collectes. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation-là. Il y a clairement un effet après Covid qui a changé, je dirais, les comportements des donneurs, de la société au global. Malheureusement, aujourd'hui, on ne connaît pas tout ce qui est en lien avec ça, puisque si on eh bien, on attaquerait le problème, je dirais, à la racine et on lèverait ces leviers-là. Aujourd'hui, on est en train de chercher, on ne les a pas tous, d'où cet appel d'urgence aujourd'hui. Et puis pour toutes celles et ceux qui nous regardent, réexpliquez-nous peut-être qui peut donner son sang et comment le faire. Alors c'est très simple pour donner son sang. Il suffit d'avoir entre 18 et 70 ans. Il faut peser au minimum 50 kilos. Il faut venir avec une pièce d'identité sur vous. Il faut avoir bien bu dans la journée, avoir mangé. Et puis, nous sommes prêts à vous accueillir sur nos collectes. On s'occupera de tout. Cela va prendre à peu près 1 heure de votre temps. Il est possible, vu la période d'appel aux dons, qu'il y ait un petit peu d'attente, mais il faudrait être un petit peu compréhensif. Mais grosso modo, ça prend 1 heure de son temps et chacun entre 18 et 70 ans peut donner. Les incendies dans les Pyrénées-Orientales et Gérald Darmanin qui se rendra sur place à 17h30. Aujourd'hui, nous le suivrons évidemment en direct. Le feu est en effet reparti, notamment à l'ouest de Sals-le-Château. Jusqu'à 8 départs de feu avaient eu lieu hier, parcourant plus de 1000 hectares de végétation, heureusement sans faire de victimes pour le moment. Nous serons sur place dès le début du journal de 16h. Nous retrouverons notre reporter sur place, Boris Karlamov. La météo tout de suite. C'est la météo avec B&B Hôtel. Et ça, le bonheur de Max, qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hôtel favori. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Profitons du beau temps, Marc. Eh oui, parce que c'est pas trop mal pour l'instant sur une grande partie du pays. C'est le cas en tout cas ici en Ile-de-France. Ça devrait s'ennuager en fin d'après-midi. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a une perturbation qui concerne les régions de l'ouest cet après-midi. Pas très active, c'est vrai, mais elle pourrait apporter quelques précipitations entre la Normandie, la Bretagne et les Pyrénées. Averses localement orageuses pour les côtes de la Bretagne. Mais sinon, donc partout ailleurs, vous le voyez, des conditions très ensoleillées. Quelques nuages de beau temps pour les régions de l'est. Les températures, elles restent estivales pour la plupart d'entre vous. 27 à Paris, 28 à Strasbourg. C'est plus frais dans le nord-ouest, 21 pour Nantes et jusqu'à 32 pour Marseille. La perturbation qui va se réactiver demain, elle concernera donc toutes les régions centrales en matinée. Elle va glisser quelque peu vers les régions de l'est dans le courant d'après-midi. Et attention, parce qu'à l'avant de la perturbation, on s'attend à nouveau à des orages localement violents entre le Lyonnais, le Jura et l'Alsace. Les éclaircies reviendront dans le même temps dans l'ouest et le soleil se maintiendra en Méditerranée. Les températures demain matin
comprises entre 8 à Cherbourg et 21 déjà pour Marseille. Dans l'après-midi, ça sera un peu frais, c'est vrai. Dans l'ouest, seulement 20 pour Nantes, 19 à La Rochelle, 19 à Paris, mais encore 32 pour Lyon et pour Grenoble. Vendredi, ça ira déjà nettement mieux avec le retour du soleil. Et ce week-end, c'est confirmé, sera estival. Soleil pour samedi, quelques nuages le long de la Manche. Les températures 26 pour le nord et 30 pour le sud. Et ça devrait encore grimper pour dimanche, avec dans l'ensemble, vous le voyez, de très belles conditions ensoleillées. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max. Pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. 9h midi. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Bruce Toussaint vous emmène au cœur des news. 2 informations capitales ce matin. Vous saurez tout. Pour qui, quand, comment se passe la vaccination? Vous comprendrez tout. C'est quand même du jamais vu dans l'histoire des réseaux sociaux. Elle parlait plus de fake news, mais de rumeurs. Avec du débat. Chers collègues, vous vous trompez, c'est qu'il n'y a pas de stratégie en réalité. C'est un débat qui est complexe et enflammé. Et les invités qui font l'actualité. Aussi des questions. Oui, bah oui. Alors, il faut tourner la page. Non, je vais m'améliorer. Le live Toussaint, tous les jours, à 9h sur BFM TV. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Kia présente un modèle d'inspiration. J'ai eu l'idée de faire des mannequins robots qui permettent à la mode de concevoir, produire et vendre mieux dans toutes les tailles, afin que la mode soit plus inclusive et aussi plus écologique. On est dans la robotique et on s'inspire beaucoup, pour être honnête, de l'automobile. Il y a plein de bonnes pratiques à récupérer. D'abord dans la conception de produits qui seront très vite industrialisés, dans la sécurité, la fiabilité des composants et des assemblages, dans la mesure où on a un robot qui est évolutif. Et puis on a les mêmes enjeux. On a des enjeux de durabilité, d'adaptation du produit parce que les consommateurs vont changer, mais qu'on est sur des produits qu'il va falloir faire évoluer. Donc on s'est inspiré et on continue à s'inspirer de l'automobile. On fait une véritable rupture technologique et c'est ça qui motive tous les jours. Kia vous a présenté un modèle d'inspiration avec Sportage. Kia, movement that inspires. Ecomiam! Les irréductibles du surgelé. Par économie. Par envie de mieux manger. Par goût des produits, origine France. Cocorico! Parce que c'est trop bon! Par choix de consommer autrement. C'est tout bénef pour nos producteurs et nos clients. Par envie de cuisiner? On se retrouve tous chez Ecomiam. Les irréductibles du surgelé. Eh ouais! Roulez en sécurité et gardez vos points avec Coyote. En ce moment, 80 € offerts sur tous nos boîtiers. Coyote. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce vendredi, jackpot sensationnel de près de 190 millions d'euros. C'est pas vrai. Vous m'aimez. Ça va les filles? Eh ben voilà, il t'en a. Pas chez moi, je sens sentiment, confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, le Maroc est à partir de 399 €. Profitez-en.
C'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Mais pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Mais c'est pas Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, c'est simple. Une énergie moins chère et des services pour réduire votre consommation. À la une à 16h, ce très gros incendie dans les Pyrénées-Orientales qui s'est déclenché hier et qui a redémarré il y a environ 1 heure. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place en fin d'après-midi. Plus que quelques heures avant le verdict dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015, parmi les accusés, la sentence de Salah Abdeslam, contre qui la perpétuité incompressible a été requise, sera particulièrement attendue. Réponse dans la soirée. Nouvel appel du président ukrainien aux Occidentaux, en l'occurrence aux pays de l'OTAN réunis en sommet. Il leur demande de l'artillerie moderne et un soutien financier. De son côté, Joe Biden a annoncé les renforcements de la présence militaire américaine dans toute l'Europe. Et puis Elisabeth Borne entretient le suspense sur le vote de confiance devant la nouvelle Assemblée nationale et poursuit en fin d'après-midi ses consultations auprès des chefs de groupe parlementaires, ceux de la France Insoumise et du Rassemblement national. Mauvaise nouvelle donc dans les Pyrénées-Orientales où un gros incendie s'est déclenché hier. Boris Karlamov, à la mi-journée, le feu semblait contrôlé, mais le voilà désormais reparti de plus belle. C'est bien cela ? Effectivement, c'était la crainte des 340 sapeurs-pompiers encore mobilisés sur le terrain ici dans les Pyrénées-Orientales. Un important incendie s'est déclaré il y a un peu plus d'1 heure, comme vous pouvez le voir sur ces images de Julie Poncet, avec cet immense panache de fumée. Tout cela est le résultat d'un vent marin qui s'est réveillé, qui s'est renforcé d'heure en heure. Ajouté à cela la chaleur qui règne cet après-midi dans les Pyrénées-Orientales. Alors côté dispositif, plusieurs dizaines de camions pompiers sont sur le secteur. Ils tentent malgré tout d'éteindre ce nouveau départ de feu. Et puis du côté du ciel, ce sont pas moins de 5 Canadair qui viennent d'arriver sur le secteur. Objectif larguer un maximum d'eau sur cet incendie qui est en train de progresser à l'aide de ce vent marin. Ajouter à cela les 1100 hectares de végétation qui ont déjà brûlé depuis 24 heures ici dans cette partie du département. Les pompiers qui restent donc sur le qui-vive aujourd'hui, et cela à quelques heures de la venue du ministre Gérald Darmanin. Il est attendu dans le village d'Aupoul à 17h30 pour faire un point de situation donc sur cet incendie qui règne depuis 24 heures maintenant dans le département des Pyrénées-Orientales. Merci Boris Karlamov avec Julie Poncet à Sals, le château pour BFM TV. Après 10 mois d'audience, place au verdict désormais. Au procès du 13 novembre, la Cour rendra ce soir sa décision sur le sort notamment de Salah Abdeslam et de ses co-accusés, jugés depuis septembre pour les pires attentats jamais commis en France. Mathias Tesson, la lecture du délibéré commencera vers 18h30. Absolument, et les grilles du palais, quant à elles, n'ouvriront pas ici avant 17h. Et on a appris, vous l'avez dit, que la cour d'assises spécialement composée ne rendra pas son délibéré avant 18h30, ce qui ne veut pas dire qu'on connaîtra les peines réservées aux 20 accusés à cette heure-là, puisque le président de cette cour d'assises peut tout à fait décider de lire d'abord les motivations des 20 peines réservées aux accusés. Une lecture qui, vu l'ampleur évidemment des dossiers, pourrait prendre énormément de temps, peut-être 3 heures au total, ce qui voudrait dire qu'on ne connaîtrait pas les peines réservées aux 20 accusés avant 21h30. 22h, ce déroulé est évidemment à prendre au conditionnel, puisque le seul qui a les clés de ce planning et du déroulé de ces peines, du déroulé du verdict, s'appelle Jean-Louis Perriès. C'est le président de cette cour d'assises et c'est lui qui décide seul de tout cela. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'évidemment, la salle d'audience, elle sera pleine, près de 550 places, 140 journalistes accrédités, dont la plupart sont déjà ici à patienter, et puis évidemment aussi des centaines d'avocats et de parties civiles. Merci beaucoup Mathias. Verdict à suivre en direct ce soir sur BFM TV. La guerre en Ukraine. À présent, au cœur du sommet de l'OTAN à Madrid, sans surprise, le président ukrainien a relancé un appel à ses alliés occidentaux. Un peu plus tôt dans cette journée, les précisions de Patrick Sauce. Peu après le début de la première séance plénière, il était environ 11h. On n'a pas pu avoir accès tout de suite à cette déclaration, un peu comme lors du sommet du G7. Et puis, 1h30 après environ, le président ukrainien a lui-même montré cela au grand public via ses réseaux sociaux. Il a d'abord imploré les pays de l'OTAN de ne plus appeler Vladimir Poutine et
les a mis devant leurs responsabilités en disant mais vous voyez que la Russie est en train de vous humilier. Alors il a demandé encore du matériel, il a demandé aussi du carburant, de l'aide logistique et il continue aussi ses sanctions. Il a dit ce qu'il voulait et puis aussi ce qu'il ne voulait pas. Écoutez-le. Pourquoi est-ce que la Fédération de Russie fait pression sur l'Europe? C'est pour vous humilier, pour que vous soyez complètement dépendants, pour que vous soyez obligés de renoncer à vos libertés, à vos intérêts. Par ailleurs, Patrick, dans le contexte de ce sommet, l'OTAN entend se renforcer. Oui, vraiment en train de se renforcer, mais il y a juste, je me permets, parce qu'en ce moment même, il y a une conférence de presse de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Il a commencé par dire que l'Ukraine pourrait compter sur l'OTAN autant de temps qu'il le faudra. Ensuite, eh bien, le secrétaire général de l'OTAN a pu être réconforté sur sa demande chiffré, mais de façon extraordinaire. Il a quand même demandé à ce que non seulement les États mettent encore plus au pot. Pour lui, le fait que les États membres de l'OTAN mettent 2% de leur PIB dans l'Alliance Atlantique, ça ne doit plus être un plafond, mais bien un plancher. Ça veut dire énormément de choses pour les budgets nationaux. Ensuite, il voudrait que les soldats passent de 40 000 à 300 000 pour ce qui est de la seule force de réaction rapide. Les Américains les ont entendus, ces demandes, avec notamment Joe Biden qui a dit très bien, nous allons encore renforcer notre présence. Il n'y a pas eu véritablement de chiffres donnés par le président américain, mais il y a notamment cette base avec un quartier général pour un corps d'armée entier américain qui va s'installer du côté de la Pologne. Et puis vous avez un certain nombre de discussions. Vous avez eu un entretien bilatéral entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. Vous avez eu, il y a quelques instants, la formalisation de la demande d'adhésion et du processus d'adhésion pour la Finlande et la Suède. Et puis on en parle un petit peu moins, mais s'il y a un concept stratégique qui vient d'être signé ou dévoilé par le secrétaire général de l'OTAN, il ne concerne pas seulement la Russie qui est vue comme une menace directe et qui fait preuve d'une cruauté épouvantable, ce sont des mots assez forts. Il est aussi question de la Chine qui, elle, est vue comme un défi. Et c'est pour ça que vous avez notamment le Premier ministre australien, la Première ministre néo-zélandaise, les Sud-Coréens qui sont là parce que oui, c'est une alliance atlantique qui regarde vers la Russie, mais qui doit gérer des questions géopolitiques mondiales. La gestion de l'OTAN sur le terrain, ça donne ceci, notamment Isabelle Golens et Stéphane Bojard ont suivi un exercice militaire de l'Alliance Atlantique au Portugal. On est ici sur une base aérienne d'entraînement à 2 heures de route environ de Lisbonne. Et jusqu'au 8 juillet, les armées de l'air de plusieurs pays de l'OTAN s'entraînent à voler ensemble. Sur ce tarmac, il y a des F-16 américains, des Eurofighters espagnols et des Rafales français. Une cinquantaine d'avions de chasse et près d'1 millier de militaires, des Portugais, des Espagnols, des Belges, des Américains et des Français, 11 pilotes de la base de Mont-de-Marsan qui volent tous les jours des entraînements, des simulations de combat, de reconnaissance, un entraînement à un conflit de haute intensité. Ce sont les termes exacts qui présentent cet entraînement interallié. Alors certes, l'événement était prévu de longue date, mais forcément, cette année, l'enjeu est particulier. Il est plus que jamais indispensable de s'entraîner à travailler ensemble. On voit bien qu'en ce moment, il s'agit de renforcer la posture de dissuasion de l'OTAN. La dissuasion, ça veut dire avoir les capacités, ça veut dire avoir les moyens. Ça signifie aussi avoir les retours, le savoir-faire et l'entraînement. Et c'est pour ça qu'avoir tous les effectifs et ceux de nos alliés bien entraînés, bien préparés à faire face aux éventuelles confrontations et provocations futures, c'est très important. Et certains des pilotes présents ici en ce moment ont déjà effectué ces derniers mois, ces dernières semaines et vont continuer à le faire, des missions de protection de l'espace aérien européen dans les pays de l'Est et dans les pays baltes. Le sommet de l'OTAN qui survient alors que l'Ukraine continue sur le terrain de payer un bien lourd tribut. Les autorités ukrainiennes ont encore fait état hier de plusieurs frappes meurtrières contre des civils, notamment juste en face de Severodonetsk, à Lysychansk, dans le Donbass. Ces frappes sont survenues au lendemain d'une attaque qui a ravagé un centre commercial bondé à Kremenchuk, à 330 km au sud-est de Kiev, faisant au moins 18 morts et une quarantaine de disparus selon le gouvernement ukrainien. On dispose d'ailleurs de nouvelles images de l'horreur. Marine Scherer, Pierre Barbin. Dans le parc de Kremenchuk, ces joggeurs courent tranquillement ce lundi, quand ils sont surpris par la déflagration du bombardement. Autour d'eux, les débris pleuvent, comme le montrent ces images de vidéosurveillance. Quelques secondes plus tôt, à environ 1 kilomètre de là, ce missile russe a frappé le centre commercial de la ville, provoquant un violent incendie.
Tout a brûlé, absolument tout, comme une étincelle. J'ai entendu des gens crier. Je ne sais pas comment le décrire. Ça m'a choquée. C'était horrible. L'attaque a fait au moins 18 morts et des dizaines de blessés. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues. C'est terrible, au-delà des mots. Combien de personnes étaient là? C'était l'heure de pointe, les gens entraient du travail. Il y avait beaucoup de magasins, il y avait toujours beaucoup de monde. Le président ukrainien demande à l'ONU l'ouverture d'une enquête internationale dénonçant un acte terroriste. Le missile russe a délibérément frappé cette cible. De toute évidence, c'était l'ordre. Ils voulaient tuer autant de personnes que possible dans une ville paisible, un centre commercial ordinaire. Mais de son côté, la Russie livre une toute autre version. Un hangar où arrivaient des armes et des munitions américaines et européennes a été bombardé. Suite à l'explosion, un centre commercial vide situé à proximité a pris feu. Centre commercial à côté duquel se situe bien une usine, mais qui fabrique des engins de chantier. Sur place, des journalistes de l'agence France Presse ont pu constater qu'elle était intacte et n'y ont pas vu de matériel militaire. Une diversion politique. Voilà comment Marine Le Pen qualifie la proposition de la majorité d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui était interrogée ce matin sur les prises d'opposition de plusieurs députés de son parti, comparant l'avortement à un génocide, elle affirme que le RN n'a jamais remis en cause l'accès à l'IVG. Et quant à Elisabeth Borne, elle était en déplacement dans un centre du planning familial à Paris à la mi-journée et elle a, à cette occasion, été interrogée sur l'hypothèse d'un vote de confiance devant le Parlement mardi. Les précisions de Marie Gentric. C'est un décret publié au journal officiel ce matin qui a semé le doute. Alors que dit ce décret ? Ce décret, il dit qu'Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale mardi prochain, le 5 juillet. En revanche, ce décret ne mentionne pas le vote de confiance à l'Assemblée nationale. Et c'est le fait que le décret ne mentionne pas ce vote de confiance qui a ému l'opposition. Alors très rapidement, le gouvernement a essayé de temporiser les choses. Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, qui était sur notre antenne un petit peu plus tôt aujourd'hui, a expliqué que ce n'est pas parce que le vote de confiance ne figurait pas dans ce décret qu'il n'aurait pas lieu et que pour le moment, aucune décision n'était prise. Alors nous, on a directement posé la question à la Première ministre, Elisabeth Borne, en fin de matinée, alors qu'elle terminait de visiter le planning familial. Écoutez ce qu'elle nous a répondu, elle continue à entretenir le flou. Je consulte les différents groupes parlementaires. Ces consultations, elles sont en cours. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on y réfléchisse. Je ne vais pas faire tous les développements sur le sens de le faire ou de ne pas le faire, mais donc je prendrai ma décision à l'issue des consultations et voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis encore. Et vous faire connaître ce choix justement à l'issue de demain Je ferai connaître ce choix le moment venu, je vous confirme. En l'état, si Elisabeth Borne se soumettait au vote de confiance, elle n'obtiendrait sans doute pas la confiance des députés, ce qui voudrait dire qu'elle serait contrainte à démissionner. La majorité compte 250 députés, donc 39 sièges manquants pour avoir la majorité absolue. En coulisses, le gouvernement continue à mener des discussions avec des députés de l'opposition pour essayer de créer des alliances, mais la situation reste encore extrêmement compliquée pour la majorité présidentielle. Après la mort la semaine dernière d'un bébé de 11 mois dans une crèche People and Baby, parents et anciens salariés témoignent de pratiques douteuses dans ces crèches. Une enquête RMC signée Romain Poiseau, Vincent Chevalier, Maëva Comessi avec Marion Bordier. On avait des traces au niveau de la tempe droite, des traces rouges. On avait aussi des traces jaunes qu'on ne voit pas bien qui sont transformées en bleu dans les jours qui ont suivi. Lorsque le mari d'Émilie récupère leur petite fille Louise à la crèche, il remarque qu'elle porte des traces de coups sur son visage. Les deux médecins n'ont pas exclu que ce soit des marques dues à un coup ou une gifle qu'elle aurait pu recevoir d'un adulte. Après que la direction leur a donné 3 versions différentes des faits, ils déposent une main courante puis portent plainte. Une plainte classée sans suite, faute d'éléments. J'ai pas été écoutée, malheureusement. Il y a une défaillance à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, effondré par la mort d'une petite fille dans une crèche lyonnaise, il dénonce la gestion du personnel par la société People and Baby. Il y a eu un énorme problème de turnover. On a déjà eu la directrice qui est partie au bout de 15 jours. Sur les 3 autres personnes, une personne a fait un lumbago, donc elle a été en arrêt, elle n'a pas été remplacée. Donc il restait après les 2 intervenantes. De son côté, Sophie a travaillé 4 ans en tant que directrice d'une crèche privée de cette même entreprise en Île-de-France.
La gestion des 850 crèches du réseau se fait dans la terreur et sous la pression, selon elle. Les dirigeants demandent toujours plus au détriment de beaucoup d'enfants. On ne travaille pas avec des boîtes de conserve, on travaille avec des enfants. Elle a démissionné il y a 5 mois par peur d'être considérée comme complice de négligence envers les enfants. Quand vous êtes directrice et qu'on vous demande d'ouvrir votre structure coûte que coûte le lendemain, mais qu'il vous manque la moitié du monde, vous n'avez pas forcément le temps de donner à manger correctement à tous les enfants. Des enfants, quelquefois, qui ne sont pas changés comme ils devraient être changés aussi régulièrement. L'ancienne directrice souhaite qu'une enquête soit diligentée sur l'ensemble des établissements People and Baby. Retour sur la nuit du 6 janvier 2021. Vous vous en souvenez, quand l'Amérique s'est retrouvée au bord du gouffre, quand les partisans de Donald Trump ont marché sur le Congrès, eh bien, l'ancien président des États-Unis est au cœur de nouvelles révélations stupéfiantes. Anne-Solène Tavernier. Elle a vécu de l'intérieur les derniers mois tempétueux de la présidence Trump et l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Ce jour-là, le Congrès doit officiellement certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Une victoire contestée par ces milliers de manifestants pro-Trump qui marchent vers le Capitole, harangués et encouragés quelques heures plus tôt par Donald Trump lui-même. Devant la commission d'enquête, Cassidy Hutchinson raconte comment le président a tenté de rejoindre ses partisans. Installé à l'arrière de celle que l'on surnomme la bête, sa voiture officielle, il aurait tenté de s'emparer du volant et aurait saisi son agent de sécurité par le col avant de lui dire « Je suis le putain de président, amenez-moi au Capitole, tout de suite !» Réponse immédiate et pleine de sang-froid du responsable de sa sécurité. « Monsieur, vous devez retirer votre main du volant, nous rentrons. » Un témoignage explosif qui souligne la grande détermination de celui qui occupait encore pour quelques jours le bureau ovale et qui comptait y rester. L'ancienne collaboratrice revient sur un échange avec Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump 4 jours avant l'assaut. Il m'a regardé et il m'a dit « Cass, as-tu hâte pour le 6 ? Ça va être un grand jour ». Je me souviens l'avoir regardé et lui avoir dit « Rudy, pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe le 6 ?» Il a répondu « Nous allons au Capitole, ça va être génial, le président sera là ». Sur son réseau social, l'ancien président a dénoncé une chasse aux sorcières et remis en cause la légitimité de la commission d'enquête. Une commission qui, à la lumière de ce témoignage accablant, entend bien convoquer d'autres acteurs de ce 6 janvier 2021. Nous envisageons sérieusement de faire comparaître certaines des personnes auxquelles elle a fait référence, comme l'ancien conseiller juridique de la Maison-Blanche. Après quasiment 1 an de travaux, la commission parlementaire pourrait accuser Donald Trump de participation à une entreprise criminelle à l'encontre des États-Unis. La chronique éco. Votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que ça va vous plaire. Votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, mini-prêt. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Fred, bonjour. Bonjour. À quelques jours des départs en vacances, les prix du carburant continuent de battre des records alors que le gouvernement et les grands groupes d'énergie appellent les Français à réduire leur consommation. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a promis ce matin que la ristourne de 18 centimes allait être prolongée. Ça semble un peu paradoxal. Ah bah oui, en théorie, c'est paradoxal. Quand vous voulez que les gens consomment moins d'un produit, vous baissez pas son prix. Vous avez tendance à l'augmenter ou à laisser les prix augmenter. Or, c'est pas ce qui va se passer. Le gouvernement a dit, la prime de 18 centimes, en tout cas, c'est la promesse de Bruno Le Maire. On va voir si elle est tenue. Elle devait être réduite progressivement à partir de la rentrée. Eh bien non, elle sera maintenue plein pot jusqu'en décembre. Alors, ce paradoxe, on va essayer de l'expliquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a les grands idéaux. Il faudrait, dans l'idéal, notre objectif, que les gens, baissent leur consommation, roulent moins, donc consomment moins d'essence. Ça, c'est l'idéal. Mais dans la pratique, on a des millions de Français qui, toutes les semaines, passent à la pompe et lâchent 100, 120, 130 euros, ce qui fait très mal. Alors, qu'est-ce que peut faire le gouvernement ? Il peut dire, moi, je laisse tomber, débrouillez-vous avec les prix. Non, évidemment, politiquement, c'est pas tenable. D'autant que cette ristourne, on la sent assez peu, finalement, quand on fait oui, ça continue à faire très mal. Aujourd'hui, on a des prix du carburant qui sont à 2,10 €, 2,20 € dans certaines stations. Regardez les prix. Mais vous voyez, avec
remise ou sans remise. On voit une différence, 2,13 € aujourd'hui, c'est ce qu'on paye en moyenne pour le gazole. Ça passerait à 2,31 €. Ça veut dire que votre litre de votre plein de 50 litres, là vous le payez aujourd'hui 106 €, ça fait mal certes, mais demain vous pouvez le payer 116 €. Donc on a quand même besoin de cette remise qui est devenue un peu transparente, mais qui nous est fort utile. Alors oui, le dispositif n'est pas idéal, il faudrait une aide plus ciblée. C'est d'ailleurs ce que voulait faire le gouvernement en octobre dernier, quand il avait essayé de monter un peu cette cathédrale en essayant de cibler les personnes à faible revenu qui habitent assez loin de leur logement, qui travaillent assez loin de leur logement, qui ont une voiture, qui n'ont pas de moyens de transport, etc., etc. Une usine à gaz monstrueuse. Le gouvernement y a renoncé. Il a préféré arroser tout le monde. Tout le monde en bénéficie, même malheureusement ceux qui font leur plein de 70 litres de SUV et qui auraient les moyens de payer la facture. Et ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. 7 milliards d'euros, c'est ce que ça va coûter sur l'année. Alors, comment l'État va le financer? C'est pas le jackpot du tout, le carburant pour l'État. La hausse récente, si on prend le litre de gazole à 1,75 par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, eh bien, le gain pour l'État, c'est de 11 centimes de TVA. 11 centimes de TVA, il remet 18, donc ça lui coûte de l'argent. Alors, où il va l'épuiser cet argent? Eh bien, dans la cagnotte, dans la simili-cagnotte qu'on a accumulée grâce à une reprise meilleure que prévue l'année dernière, ce qui a fait plus de rentrées fiscales. Mais cette cagnotte de 55 milliards d'euros, annoncée ce matin par Bruno Le Maire, elle se réduit comme peau de chagrin à force de puiser dedans. D'autres aides sont prévues pour le carburant? Oui, il y en a quelques-unes d'autres. L'exonération fiscale, par exemple, de la prime transport qui est versée par les entreprises aux salariés, eh bien, il y avait une exonération fiscale jusqu'à 200 €, ça a monté à 400 €. Là encore, ça va coûter de l'argent à l'État, avec des rentrées fiscales en moins. Le bonus écologique sur la voiture électrique, qui devait baisser, il va rester à 6 000 €. Là encore, c'est l'État qui met la main à la poche. Un dispositif gros rouleur, serpent de mer un peu du gouvernement, on l'attend depuis des mois, il devrait arriver à la rentrée, on ne sait pas encore quelle forme il prendra, mais aujourd'hui tous les regards sont tournés vers le privé, les pétroliers, les géants du pétrole. Total Energy avait une ristourne de 10 centimes de plus par rapport à celle du gouvernement, sauf qu'il a arrêté le 15 mai dernier, personne ne s'en est aperçu, mais depuis le 15 mai, eh bien, Total ne propose plus cette ristourne. Or, Total a engrangé près de 5 milliards de dollars de bénéfices au seul premier trimestre, record absolu. Donc aujourd'hui, le gouvernement, on sait sur qui il va mettre la pression, ces géants-là, et notamment Total Energy. Merci. C'était votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que vous voulez la suite. C'était votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, mini-prêt. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Nouvelle soirée spéciale quasiment entièrement consacrée à l'Ukraine. Image sidérante aujourd'hui. Pour prolonger l'info, décrypter les événements de la journée. Il demande qu'on ferme le ciel pour que ces attaques cessent. Nos reportages. Le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. C'est un document exceptionnel de nos envoyés spéciaux. Nous n'avons aucune information. Et l'analyse de nos chroniqueurs. Là, on assiste ce soir à la destruction d'une nation. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV. Votre programme avec Visite Corsica. Tourisme d'affaires, l'autre tourisme de la Corse. C'est les soldes chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. C'est ça, bonne nuit. Parce qu'une bonne nuit de sommeil mérite un bon matelas, Emma, créatrice du matelas le plus primé, vous promet le meilleur confort pour faire de beaux rêves et permet à tout le monde de réveiller sa journée. Regardez Les Mignons 2, Il était une fois Gros au cinéma et profitez de 100 nuits d'essai sur emma.fr. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce vendredi, jackpot sensationnel de près de 190 millions d'euros. Estimation, facture et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square. Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine.
Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie, et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. Chez Poltron & Sofa, la collection Bienvenue vous invite à profiter à fond de chaque journée avec le canapé d'angle Embrezi en cuir avec mouvement relax électrique à 1449 €. Ou laissez-vous surprendre par le canapé d'angle Novellano avec lit coulissant et banquette avec coffre à 1378 €. Chez nous, vous êtes toujours les bienvenus. Alors n'attendez plus. Poltron & Sofa, authentica qualità. Et voilà! Maille présente le repas. Couper, piquer, lever, aimer, passer. Couper, piquer, saucer. Nouvelle sauce maille, une touche d'ingrédients gourmets pour des classiques, pas si classiques. Il n'y a que maille qui maille. Il paraît que les boîtes innovantes ont toutes débuté dans un garage. C'est vrai. Eh Mercedes, fais-moi visiter. Suis-moi. Attention! Ces phares sont super intelligents. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des diamants? Non, cherche encore. Des pixels? Plus grand. Ah oui, ça c'est vraiment grand. Et on va aller loin comme ça? Oui, très loin. Alors ça c'est de l'autonomie. Encore mieux, c'est de la magie. Au fait, sympa ton garage. Non, non, m'arracher les cheveux pour trouver comment mieux isoler ma maison. Non, merci. Je préfère encore servir de cobaye à ma fille. Besoin d'aide? Engie vous accompagne à chaque étape de votre projet de travaux d'isolation et vous informe sur les aides auxquelles vous avez droit. Rendez-vous sur monespaceprime.engie.fr. J'agis avec Engie. Vos cheveux ont tendance à tomber? Découvrez le shampoing anti-chute Luxéol. Enrichi en extrait de kératine, il diminue la chute de cheveux de 42%. Une formule cliniquement prouvée. Le shampoing anti-chute, une nouveauté Luxéol, disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme shampoing Luxéol. Les commissaires-priseurs et les huissiers de justice deviennent commissaires de justice. Un commissaire de justice, ce n'est pas ce que vous croyez. En cas de conflit de voisinage, de désaccord entre associés ou de litige de terrain par exemple, comment faire commissaire de justice? En effet, le commissaire de justice est au cœur des règlements des différends. Par la médiation, il intervient pour écouter, négocier et permettre à chacune des parties de trouver une solution à l'amiable. Cela vous évite d'aller au tribunal, c'est donc un gain de temps et d'argent. Le commissaire de justice est une personne de confiance qui a prêté serment. Il vous garantit la sécurité juridique et numérique. Présents partout en France, les commissaires de justice sont disponibles près de chez vous et le digital renforce leur proximité. Pour vos problèmes, comment faire? Commissaire de justice. 3500 commissaires de justice près de chez vous. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce vendredi, jackpot sensationnel de près de 190 millions d'euros. Des lignes parfaites, une très très belle occasion. Ouais. C'est très neuve. Hein. Vous pensez que c'est possible de me faire une petite rayure? Pardon, une? Juste ici, ou là. J'ai dit à mon mari que j'ai acheté une occasion et là, il va jamais me croire. Chez Écart, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Avec des véhicules révisés et garantis jusqu'à 36 mois, trouvez l'occasion parfaite sur Écart.fr. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, le Maroc est à partir de 399 €. Profitez-en. C'est la météo avec B&B Hôtel. Et ça, le bonheur de Max. Qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hôtel favori. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Profitons du beau temps, Marc.
Et oui, parce que c'est pas trop mal pour l'instant sur une grande partie du pays. C'est le cas en tout cas ici en Ile-de-France. Ça devrait s'ennuager en fin d'après-midi. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a une perturbation qui concerne les régions de l'ouest cet après-midi. Pas très active, c'est vrai, mais elle pourrait apporter quelques précipitations entre la Normandie, la Bretagne et les Pyrénées. Averses localement orageuses pour les côtes de la Bretagne. Mais sinon, donc partout ailleurs, vous le voyez, des conditions très ensoleillées. Quelques nuages de beau temps pour les régions de l'est. Les températures, elles restent estivales pour la plupart d'entre vous. 27 à Paris, 28 à Strasbourg. C'est plus frais dans le nord-ouest, 21 pour Nantes et jusqu'à 32 pour Marseille. La perturbation qui va se réactiver demain, elle concernera donc toutes les régions centrales en matinée. Elle va glisser quelque peu vers les régions de l'est dans le courant d'après-midi. Et attention, parce qu'à l'avant de la perturbation, on s'attend à nouveau à des orages localement violents entre le Lyonnais, le Jura et l'Alsace. Les éclaircies reviendront dans le même temps dans l'ouest et le soleil se maintiendra en Méditerranée. Les températures demain matin comprise entre 8 à Cherbourg et 21 déjà pour Marseille. Dans l'après-midi, ça sera un peu frais, c'est vrai. Dans l'ouest, seulement 20 pour Nantes, 19 à La Rochelle, 19 à Paris, mais encore 32 pour Lyon et pour Grenoble. Vendredi, ça ira déjà nettement mieux avec le retour du soleil. Et ce week-end, c'est confirmé, sera estival. Soleil pour samedi, quelques nuages le long de la Manche. Les températures 26 pour le nord et 30 pour le sud. Et ça devrait encore grimper pour dimanche, avec dans l'ensemble, vous le voyez, de très belles conditions ensoleillées. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max. Pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. 16h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une. Le chèque alimentaire de 100 € par foyer, confirmé par la porte-parole du gouvernement. Une mesure en faveur de 9 millions de Français les plus pauvres. Décryptage dans ce journal avec Philippe Corbet. La fin des consultations d'Elisabeth Borne auprès de représentants de groupes parlementaires de l'opposition, en l'occurrence en fin d'après-midi, ce sera autour de la France Insoumise et du Rassemblement National notamment. Ce nouvel appel du président ukrainien aux Occidentaux, en l'occurrence aux pays de l'OTAN, réunis aujourd'hui en sommet, il leur demande de l'artillerie moderne et un soutien financier. De son côté, Joe Biden a annoncé des renforcements de la présence militaire américaine dans toute l'Europe. Et ces nouvelles mesures en faveur du pouvoir d'achat, Olivia Grégoire confirme le chèque alimentaire de 100 € pour 9 millions de Français les plus précaires. Il y aura une indemnité, une aide alimentaire d'urgence qui sera versée à la rentrée, on l'espère. Ça dépend aussi des formations politiques des oppositions. On espère que ça puisse être voté rapidement. Qui sera de 100 € par foyer, plus 50 € par enfant, ce qui représente à peu près... pour accompagner à peu près 9 millions de personnes, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui sont au RSA, par exemple, ou qui touchent les APL. Ça, ce sera parmi nos propositions. Ça fait partie des choses qu'on discute avec les oppositions. Et ce sera l'indemnité alimentaire d'urgence. Elle sera aussi complétée, et je vais être très clair, par un chèque alimentaire dont vous avez déjà entendu parler, mais qui est là plus qualitatif pour permettre à celles et ceux qui sont les plus fragiles, au-delà de pouvoir en quantité faire leurs courses, de pouvoir aussi faire leurs courses en qualité. Philippe, ces annonces sont une confirmation, oui. C'est ça? En fait, souvenez-vous, le candidat Macron avait promis un chèque alimentaire. Ouais. Et l'idée, c'était notamment de pouvoir acheter des produits de bonne qualité auprès d'agriculteurs français. Il se trouve que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. En tout cas, pour l'instant, le gouvernement cherche la bonne manière pour cibler les bénéficiaires, quel type de produits. Donc, puisque ça va mettre un certain nombre de temps à se mettre en œuvre, d'urgence, le gouvernement veut verser une aide alimentaire, un chèque alimentaire. Enfin, en réalité, ça serait un versement directement sur le compte bancaire. Donc, Olivier Grégoire dit 9 millions de personnes. En fait, ça concerne donc les gens qui ont les APL, les gens qui ont l'allocation adulte handicapé, le RSA et un certain nombre d'aides sociales. Donc, ça fait environ 9 millions de personnes. C'est un peu plus que les estimations qu'on entendait ces derniers jours, qui étaient plutôt autour de 5-6 millions de personnes. Donc là, 9 millions de personnes qui seraient versées directement sur leur compte, 100 € par personne, plus 50 € par enfant. Mais ça serait versé une seule fois. Et en réalité, ça n'a d'alimentaire que le nom, puisqu'on ne pourrait pas vérifier ce que les gens font avec cet argent. Ils peuvent payer une facture d'électricité ou autre chose. Mais c'est une aide d'urgence, un peu dans la logique de l'aide qui avait été versée à la fin de l'année dernière, vous savez, pour les carburants. Attention, tout ça doit encore être voté. Or, le gouvernement n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, l'annonce d'Olivier Grégoire, c'est aussi une manière de mettre des oppositions face à leurs responsabilités. Aidez-nous à faire verser cette aide qui va donner
un petit bol d'air frais, c'est beaucoup dire, mais en tout cas qui va donner un petit coup de pouce à 9 millions de personnes en France. Et donc elle espère pouvoir mettre en œuvre d'ici la rentrée. Merci. On va parler également du vote de confiance dans un instant avec vous, Elisabeth Borne, qui pendant ce temps reprend aussi ses consultations des chefs de groupe de parlementaires en fin d'après-midi pour constituer ce gouvernement attendu d'ici la fin de la semaine. Anthony Lebos, vous êtes à Matignon pour BFM TV. La Première ministre rencontre cet après-midi des élus d'opposition du Rassemblement national et de la France insoumise. Philippe, on va revenir pour en parler avec vous. Ces représentations, pourtant, que Emmanuel Macron avait qualifiées de parti pas digne de faire partie d'un gouvernement. Oui, mais le principe des consultations telles que les a menées le président de la République et telles que le fait maintenant Elisabeth Borne, c'est de consulter tout le monde, y compris ceux qui ont déjà dit qu'ils ne participeraient pas à une coalition et qui, d'ailleurs, du point de vue du gouvernement, n'ont pas vocation à participer à une coalition. Mais on ne comprendrait pas, personne ne comprendrait, les Français ne comprendraient pas que les représentants de la France insoumise et du Rassemblement national ne soient pas reçus par la Première ministre. Donc elles sont reçues, Mathilde Panot et Marine Le Pen. Certes, à ce stade, ce ne sont pas des partis qui voteront probablement pour la plupart des mesures du gouvernement, mais néanmoins, la Première ministre les consulte. Il faut bien comprendre que tout ça, ça a aussi une part c'est aussi pour montrer aux Français que le gouvernement discute avec tout le monde et qu'on est dans un processus inhabituel, mais un processus de consultation générale. Et donc voilà, 2 fois en une semaine, Marine Le Pen reçue par le président de la République, puis la Première ministre. Et ça fait aussi partie de cette nouvelle période politique dans laquelle on voit des choses à laquelle on n'avait pas forcément l'occasion d'assister régulièrement. Mais c'est pour ça qu'elles sont aussi reçues, même si elles ne participeront pas au gouvernement d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui entretient au passage le suspense sur un éventuel vote de confiance à son égard devant la nouvelle Assemblée nationale. Écoutons-la. Je consulte les différents groupes parlementaires. Ces consultations, elles sont en cours. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on y réfléchisse. Je ne vais pas faire tous les développements sur le sens de le faire ou de ne pas le faire, mais donc je prendrai ma décision à l'issue des consultations. Et voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis encore. Et vous faire connaître ce choix, justement, à l'issue de demain Je ferai connaître ce choix le moment venu, je vous confirme. Dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron poursuit son marathon diplomatique. Depuis ce matin, il est à Madrid pour le sommet de l'OTAN, là aussi sur fond d'invasion russe en Ukraine. Et comme à son habitude, le président Zelensky a pris la parole. Il met en garde contre la Russie notamment. Pourquoi est-ce que la Fédération de Russie fait pression sur l'Europe? C'est pour vous humilier, pour que vous soyez complètement dépendants, pour que vous soyez obligés de renoncer à vos libertés, à vos intérêts. Vous lui dire Volodymyr Zelensky, Dominique? En fait, il dit aux pays membres de l'OTAN que la guerre aujourd'hui qui est menée par la Russie contre l'Ukraine, c'est pas une guerre simplement impérialiste et territoriale, ni celle d'une ancienne Union soviétique qui voudrait replacer sous son joug une ancienne République socialiste devenue indépendante. Non, cette guerre, elle est livrée contre vous, les Occidentaux, contre vos valeurs, contre nos valeurs, dit-il, parce que, eh bien, on le sait, depuis 2014, l'Ukraine s'est tournée avec cette révolution de Maïdan très clairement, enfin en tout cas une majorité de son peuple, en direction des Occidentaux et de l'Europe. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain ce sera peut-être vous. Alors on peut penser qu'il dramatise les enjeux, vu de Paris, le président Zelensky. Mais en fait, cette pensée, c'est aussi celle des pays baltes. Je pense notamment à la Lituanie, qui est inquiète en ce moment de ce qui se passe du côté de Kaliningrad, cette enclave russe, de la Finlande, de la Pologne, où on pense exactement la même chose que lui. Au fond, c'est maintenant qu'il faut repousser l'ogre russe, parce que peut-être qu'après, il sera trop tard. Merci Dominique pour ces précisions. On a également justement sur le terrain ukrainien, de nouvelles images de ce bombardement il y a 2 jours qui a fait au moins 18 morts dans un centre commercial et une quarantaine de blessés à Kremenchuk dans le centre du pays. Des images de vidéosurveillance, vous le voyez, qui montrent ce fameux tir de précision des forces russes à la limite d'une usine et qui ont donc atteint ce centre commercial et qui ont frappé donc des populations civiles une nouvelle fois. Retour en France avec cette alerte de l'établissement français du sang. Pour la 2e fois de son histoire, il publie un bulletin d'urgence vitale. Ça veut dire quoi? On a une situation qui ne s'est jamais présentée, où on a eu depuis récemment des réserves nationales qui sont aujourd'hui à hauteur de 85 000 poches, qui étaient exactement au même état au mois de février quand il y a eu cette première alerte. Et là, aujourd'hui, clairement, ça ne suffit pas pour qu'on puisse passer l'été de manière sereine.
Et donc, il faut absolument qu'on puisse prélever l'équivalent de 30 000 poches supplémentaires, donc 30 000 dons supplémentaires sur les 10 jours qui viennent pour qu'on puisse attaquer l'été avec des réserves sereines pour l'ensemble des malades dans les hôpitaux. Pour qu'on comprenne bien, justement, s'il n'y a plus de sang en réserve, on ne souhaite pas que ça arrive, mais vous lancez quand même l'alerte une nouvelle fois, ça voudrait dire quoi? Ça aurait quoi comme conséquence concrète? Alors concrètement, on va y aller crescendo, ce qui n'est pas le cas actuellement puisqu'on lance cette alerte justement pour qu'on n'en arrive pas là. Mais on va commencer à regarder quelles sont par exemple des opérations qui sont très consommatrices de transfusion sanguine et peut-être réévaluer l'urgence éventuelle de ces interventions pour les décaler dans le temps pour pouvoir échelonner l'offre de sang. Alors à quoi attribuez-vous ce stock particulièrement bas de sang actuellement? Alors c'est très difficile d'avoir une seule cause. C'est clair que c'est une situation que nous n'avions jamais connue à l'établissement français du sang de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a nos collectes de sang et notre offre de collecte qui existe, qui est là. Et là, maintenant, depuis le mois d'avril, eh bien, on n'a pas l'ensemble des donneurs qui viennent habituellement, qui se rendent sur nos collectes. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation-là. Il y a clairement un effet après Covid qui a changé, je dirais, les comportements des donneurs, de la société au global. Malheureusement, aujourd'hui, on ne connaît pas tout ce qui est en lien avec ça, puisque si on eh bien, on attaquerait le problème, je dirais, à la racine et on lèverait ces leviers-là. Aujourd'hui, on est en train de chercher, on ne les a pas tous, d'où cet appel d'urgence aujourd'hui. Et puis pour toutes celles et ceux qui nous regardent, réexpliquez-nous peut-être qui peut donner son sang et comment le faire. Alors c'est très simple pour donner son sang. Il suffit d'avoir entre 18 et 70 ans. Il faut peser au minimum 50 kilos. Il faut venir avec une pièce d'identité sur vous. Il faut avoir bien bu dans la journée, avoir mangé. Et puis, nous sommes prêts à vous accueillir sur nos collectes. On s'occupera de tout. Cela va prendre à peu près 1 heure de votre temps. Il est possible, vu la période d'appel aux dons, qu'il y ait un petit peu d'attente, mais il faudrait être un petit peu compréhensif. Mais grosso modo, ça prend 1 heure de son temps et chacun entre 18 et 70 ans peut donner. Dans l'actualité également, dans le sud de la France, Gérald Darmanin attendu en fin d'après-midi dans les Pyrénées-Orientales, où l'incendie qui a été déclenché hier vient de repartir de plus belle. Florian Porras. Après une accalmie, le feu a repris de plus belle. En levant les yeux à Sals-le-Château, on voit en ce moment même un immense panache de fumée. Et sur ces images tournées par un habitant, des flammes ravagent la végétation. Ce matin déjà, les dégâts observés étaient considérables. Des arbres calcinés, plus de 1000 hectares brûlés et les pompiers à pied d'œuvre pour étouffer les braises. Ils sont encore 250 mobilisés, avec notamment un hélicoptère bombardier d'eau. Il nous reste un secteur à traiter, qui est le secteur droit, donc le flanc droit du feu. Sur ce secteur, nous avons donc à l'arrière du feu des reprises que nous sommes en train de traiter. Donc notre enjeu stratégique se situe ici. Hier, entre Sals-le-Château et Opoul-Périos, le décor était similaire. Le feu s'est propagé très rapidement. Des habitants ont dû être évacués. Ils ont regagné leur domicile aujourd'hui. Ce viticulteur raconte les dernières 24 heures. Tout s'est joué hier en fin de matinée, où même au moment du repas, où des grosses fumées arrivaient par le nord. Et c'était un petit feu anodin, mais le vent a tourné, et puis c'est complètement développé. À Opoul-Périos, une ligne électrique a été coupée. 600 foyers ont eu des problèmes d'électricité. Pour l'instant, aucun blessé n'est à déplorer. Le village a été épargné, sauf quelques habitations qui étaient isolées. Montmasse a été brûlé. Des vignes ont été impactées, mais le village, heureusement, a été sauvé. L'origine de l'incendie est encore méconnue, mais selon le maire d'Opoul, il pourrait s'agir d'un départ volontaire. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Olivier Truchot et Alain Marchal pour BFM Story. On se retrouve demain. Bonne fin de journée. Bonne fin d'après-midi, au revoir.